Pour certains commentateurs, le Burkina Faso est aujourd'hui cité comme l'exemple d'un pays africain ayant affirmé sa capacité à gérer seul son endettement. Un récit largement relayé explique que, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, l'État aurait soldé une dette nationale estimée à 4,79 milliards de dollars sans recourir à de nouveaux prêts occidentaux. Au-delà de la formule, cette version des faits met en avant l'idée d'un changement de rapport à la dette et aux partenaires étrangers. Le texte qui suit présente, de façon structurée, les principaux éléments de ce récit, les mesures évoquées et les questions qu'il soulève pour le Burkina Faso et pour le continent africain. Cet exposé propose de reconstituer à partir du récit fourni la logique d'ensemble attribuée à la stratégie économique du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré. Il ne vise ni à confirmer ni à infirmer chaque donnée, mais à décrire les points clés. L'importance de la dette de 4,79 milliards de dollars, le rôle du secteur minier, la discipline budgétaire mise en avant et la diversification de l'économie. L'enjeu dépasse la seule situation d'un État. Ce type de narration sert de référence dans des débats plus larges sur la souveraineté financière en Afrique, l'usage de la dette comme instrument de politique publique et la place des institutions internationales. Pour le lecteur, l'intérêt principal réside dans la compréhension des mécanismes évoqués, des liens entre ressources naturelles, endettement et choix de politique économique, ainsi que des réactions, internes comme externes, à ce type de trajectoire. Les parties suivantes détaillent successivement le contexte décrit, les mesures annoncées, leurs effets supposés et les interrogations ouvertes pour d'autres pays confrontés à des défis similaires. Selon le récit étudié, le point de départ est une dette publique évaluée à 4,79 milliards de dollars, considérée comme lourde pour une économie encore fragile. Deux éléments sont mis en avant, le poids de cette dette et la volonté affichée de la réduire sans recourir à de nouveaux prêts en provenance de partenaires occidentaux. Ces deux données structurent la manière dont la trajectoire du Burkina Faso est présentée dans la source. Le texte décrit un pays dont les ressources naturelles, notamment l'or, ont longtemps été exploitées principalement par des sociétés étrangères dans le cadre de contrats perçus comme peu favorables à l'État. Malgré un niveau de production significatif, une part limitée des revenus resterait sur le territoire, ce qui contribue à alimenter le débat sur la captation de la richesse nationale. Parallèlement, plusieurs décennies de gouvernance critiquée sont évoquées, avec l'idée d'une souveraineté affaiblie et d'une population confrontée à la fois au poids de la dette et à des services publics insuffisants. La source insiste aussi sur le rôle des institutions financières internationales. Les prêts accordés dans le passé sont présentés comme assortis de conditions strictes impliquant des réformes économiques et budgétaires, par exemple dans l'agriculture. L'ouverture des marchés, la réduction de certaines aides ou subventions et la mise en concurrence accrue avec des importations à bas prix sont décrites comme ayant fragilisé une partie des producteurs locaux. Dans ce contexte, l'endettement n'apparaît plus uniquement comme un indicateur budgétaire, mais comme un élément central de la relation du pays, voit ses créanciers et partenaires extérieurs. Cette combinaison de contraintes financières, de contrats miniers contestés et de marges de manœuvre limitées constitue le cadre général dans lequel la stratégie présentée par la source situe l'action des autorités burkinabées. Dans la narration, comprendre ce contexte initial est essentiel pour interpréter ensuite les décisions évoquées, recentrage sur les revenus miniers, révision des dépenses publiques et recherche de nouvelles sources de croissance interne. Le récit accorde une place centrale à la figure d'Ibrahim Traoré, présenté comme le dirigeant sous lequel cette stratégie économique aurait été mise en œuvre. Il est décrit comme arrivant au pouvoir dans un contexte où la dette, la perception d'une exploitation des ressources et la fatigue à l'égard de certaines pratiques passées se cumulaient. Sans développer sa biographie, le texte insiste surtout sur la manière dont il est associé à une volonté de rupture avec des schémas jugés défavorables. Parmi les premières orientations attribuées à son équipe figure l'idée de protéger la richesse nationale, notamment l'or, contre les formes d'extraction peu rentables pour le pays. Les autorités sont décrites comme ayant procédé à une revue des contrats miniers, en considérant que plusieurs d'entre eux ne garantissaient pas une rémunération suffisante des intérêts burkinabés. La volonté de renégociation est alors présentée comme un signal, en interne comme à l'extérieur, d'une recherche de conditions plus équilibrées.
En parallèle, le récit évoque un travail sur la perception de la dette et sur la mobilisation de la population autour d'un objectif commun de redressement. Des campagnes d'information auraient été menées pour expliquer la place du service de la dette dans le budget national et les marges d'action couvriraient une réduction de ce fardeau. À ce stade, les effets décrits sont autant symboliques qu'économiques. Changement de discours sur la dépendance, valorisation de l'effort national et mise en avant d'une perspective d'autonomie accrue dans la définition des priorités publiques. Le récit organise la trajectoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré en plusieurs étapes successives, centrées sur la gestion de la dette et l'utilisation des ressources nationales. Dans la phase initiale décrite, le pays se trouve avec une dette publique évaluée à 4,70 milliards de dollars, dans un contexte de base industrielle limitée, de fortes contraintes budgétaires et de dépendance importante à l'égard de l'aide extérieure. Parallèlement, le secteur minier, en particulier l'or, fonctionne principalement sous le contrôle de grandes entreprises étrangères, dans le cadre de contrats présentés comme peu avantageux pour l'État burkinabé, tandis que de nombreuses activités artisanales échappent en grande partie au cadre fiscal. Une deuxième étape est décrite comme un moment de diagnostic et de réorientation. Les autorités identifient les principaux canaux par lesquels les ressources sortent du pays ou sont utilisées de manière jugée inefficace. Contrats miniers anciens, dispositifs fiscaux peu contraignants, extraction illégale ou non déclarée, dépenses publiques considérées comme peu prioritaires. Des audits financiers et sectoriels sont mentionnés comme instruments de repérage de ces fuites, voient pour objectif d'établir une base de décision plus solide avant de modifier les règles existantes ou de lancer de nouveaux programmes. La séquence suivante porte sur les mesures concrètes. Dans le secteur minier, la source évoque la renégociation de contrats afin d'augmenter la part des revenus revenant à l'État, ainsi que la mise en place de mécanismes visant à intégrer davantage d'exploitations artisanales dans le cadre légal par l'enregistrement, la régulation des sites d'extraction et la taxation. Ces démarches sont présentées comme devant conduire à une hausse progressive des recettes fiscales liées à l'or, utilisé notamment pour le service de la dette et certains investissements jugés prioritaires. En parallèle, une politique de discipline budgétaire est mise en avant. Le récit mentionne la réduction ou la suppression de certains postes de dépenses jugés non essentiels, comme des frais administratifs, des missions extérieures ou des avantages considérés comme excessifs. Les budgets sont recentrés sur les infrastructures, sur les services publics jugés fondamentaux et sur le remboursement de la dette. L'objectif déclaré est de faire en sorte que chaque unité de ressources publiques soit orientée vers des priorités clairement définies, plutôt que de financer des dépenses à faible impact durable. Enfin, la narration situe dans le temps le développement d'axes complémentaires, modernisation de l'agriculture pour améliorer la productivité et dégager des excédents exportables, investissement dans l'énergie solaire pour réduire la facture des importations de carburant et sécuriser l'approvisionnement en électricité, soutien aux petites entreprises et aux initiatives locales pour élargir la base économique et l'assiette fiscale. L'ensemble de ces étapes est présenté comme un enchaînement cohérent dans lequel les réformes du secteur minier, la discipline budgétaire et la diversification économique se combinent pour renforcer progressivement la capacité du Burkina Faso à financer ses engagements, y compris le désendettement, par ses propres ressources internes plutôt que par de nouveaux emprunts extérieurs. Dans le récit, cette succession de séquences s'étend sur plusieurs années et illustre une tentative de transformation graduelle, combinant ajustements techniques, choix budgétaires et redéfinition du rôle de l'État dans l'économie nationale. Le récit étudié s'appuie sur plusieurs données chiffrées pour illustrer les orientations économiques attribuées au Burkina Faso sous la présidence d'Ibrahim Traoré. La valeur la plus fréquemment mentionnée est celle de la dette nationale, estimée à 4,69 milliards de dollars au moment où la stratégie présentée aurait été engagée. Ce chiffre sert de point de référence pour mesurer l'ampleur du défi budgétaire et la portée de la trajectoire décrite. Il définit également l'échelle des efforts supposés en matière de renégociation de contrats, de discipline budgétaire et de mobilisation de recettes internes. Le secteur minier constitue la seconde source de données quantitatives. Selon la narration, l'or représente l'axe principal de l'économie extractive du pays.
Le texte cite, à titre indicatif, un revenu de 255 millions d'euros pour l'année 2015, provenant des activités minières formelles. Cette donnée vise à illustrer le décalage entre l'importance du potentiel aurifère et la part effectivement captée par l'État dans le cadre des contrats antérieurs. Le récit souligne qu'une partie de l'extraction échappait au contrôle fiscal en raison d'activités illégales ou non déclarées, ce qui réduisait la capacité du budget public à bénéficier d'un secteur pourtant central. La renégociation des accords et l'intégration progressive des exploitations artisanales dans un cadre réglementaire sont présentés comme des moyens d'accroître les recettes, même si aucun volume chiffré complémentaire n'est fourni pour quantifier la hausse attendue. Un troisième ensemble de données concerne les objectifs de croissance économique. La source mentionne un plan tablant sur un taux de croissance annuel de 8% jusqu'en 2020. Cet objectif, bien qu'ambitieux, est intégré dans la narration comme un repère politique, traduisant l'intention de transformer les gains réalisés dans le secteur minier et les économies budgétaires en expansion économique soutenue. La narration précise que, dans cette perspective, l'augmentation de la richesse individuelle à court terme resterait limitée, mais que la croissance projetée devait permettre une amélioration progressive des infrastructures, des services publics et des investissements productifs. Dans le domaine de l'énergie, le texte ne fournit pas de chiffres détaillés, mais indique une orientation importante vers le solaire. L'objectif implicite est de réduire la facture liée aux importations de carburant et de sécuriser l'approvisionnement national. L'exportation éventuelle d'un surplus d'électricité vers les pays voisins est évoquée, mais sans volume quantifié permettant d'estimer l'impact budgétaire. La dimension budgétaire est illustrée principalement par la logique de réallocation des dépenses plutôt que par des montants précis. Les réductions portent sur des postes jugés non essentiels, tandis que les ressources libérées sont orientées vers le service de la dette et certains investissements. Aucun chiffre détaillé n'est donné sur les économies réalisées, ce qui limite la comparaison quantitative, mais confirme le rôle central attribué à la discipline budgétaire dans la stratégie décrite. Enfin, la mobilisation de l'épargne nationale à travers des obligations domestiques est présentée comme un instrument financier complémentaire. Le récit n'indique pas le volume des souscriptions ni leur rendement, mais pose ce mécanisme comme une source de liquidité interne permettant de réduire le recours au financement extérieur traditionnel. Dans l'ensemble, les données chiffrées fournies dans la narration sont limitées en nombre, mais structurantes: le montant de la dette, une référence de revenus miniers, un objectif de croissance et quelques indications générales sur les dépenses publiques. Elles servent principalement à cadrer l'ampleur des enjeux, plutôt qu'à détailler un modèle économique exhaustif. L'examen du récit fourni permet d'identifier plusieurs ensembles de perspectives qui structurent l'interprétation des mesures économiques attribuées au Burkina Faso, sous la présidence d'Ibrahim Traoré. Ces perspectives ne sont pas présentées ici comme des positions à défendre ou à contester, mais comme des catégories analytiques permettant de comprendre la diversité des lectures possibles d'un même ensemble de données. Une première perspective, centrée sur les ressources, met en avant la question de la captation de la valeur issue du secteur aurifère. Elle observe que les contrats antérieurs auraient accordé une part importante des revenus aux entreprises étrangères, tandis qu'une partie de l'activité artisanale échappait au cadre légal. Cette approche analyse principalement la relation entre règles contractuelles, fiscalité et niveau de recettes publiques, et se concentre sur la manière dont la révision de ces paramètres peut modifier la structure budgétaire de l'État. Une seconde perspective porte sur les mécanismes budgétaires. Elle étudie la logique de réallocation des dépenses, dans laquelle certaines charges administratives seraient réduites au profit d'investissements jugés essentiels ou du service de la dette. Cette lecture s'intéresse davantage aux arbitrages internes, aux critères de priorisation et aux effets potentiels de la discipline budgétaire sur la configuration des comptes publics. Une troisième perspective concerne les interactions avec l'environnement international. Selon le récit, les programmes d'ajustement structurel auraient influencé certaines politiques sectorielles, notamment dans l'agriculture. L'analyse académique de cette dimension met l'accent sur la relation entre conditions de prêt, marge de manœuvre nationale et dynamique des réformes. Elle examine également la manière dont les États ajustent leur stratégie face aux institutions financières, aux partenaires commerciaux et aux fluctuations du marché international des matières premières.
Enfin, une quatrième perspective s'intéresse aux effets perçus au niveau local. Elle examine les éléments du récit relatifs à la modernisation agricole, à la participation accrue des petits exploitants au secteur minier formalisé, ou encore aux initiatives communautaires mentionnées. Cette approche analyse la façon dont les transformations économiques décrites peuvent être associées à des évolutions observées dans certains segments de la société, même si les données quantitatives disponibles dans le texte restent limitées. Ces différentes perspectives fournissent un cadre analytique permettant d'étudier la trajectoire présentée dans la source sans adopter de posture normative. Au milieu du récit étudié, un point d'inflexion apparaît autour de la notion de marge de manœuvre économique. Le texte met en avant que les mesures attribuées aux autorités burkinabées visent à modifier la structure des dépendances financières, en particulier celles liées à la dette et aux contrats miniers. Cette étape constitue un passage entre la description d'une situation initiale contrainte et une phase présentée comme plus orientée vers l'action interne. L'accent est mis sur l'enchaînement entre trois éléments: l'identification des pertes de revenus dans le secteur extractif, la révision de certaines dépenses publiques et l'introduction d'outils de diversification économique. Dans cette perspective, la question centrale n'est pas uniquement la dette en elle-même, mais la manière dont elle s'inscrit dans un ensemble plus large de choix administratifs et budgétaires. Le récit mentionne également des effets attendus sur la capacité de décision de l'État, notamment en ce qui concerne l'allocation future des ressources publiques. Ces informations fonctionnent comme un pivot narratif. Elles relient les premières phases de diagnostic aux étapes ultérieures, où les mesures techniques de gestion financière sont replacées dans une logique de réorganisation plus générale des priorités nationales. L'examen du récit fourni permet de distinguer plusieurs catégories d'effets attribués aux mesures économiques décrites sans présumer de leur ampleur réelle ni de leur validité empirique. Ces effets relèvent de dimensions institutionnelles, budgétaires, sectorielles et sociales, et reflètent la manière dont la source organise son argumentation. Du point de vue des finances publiques, la réduction du poids de la dette est présentée comme ayant élargi l'espace budgétaire disponible. Le texte indique que certaines ressources, auparavant consacrées au service des intérêts, auraient pu être réorientées vers des priorités comme les infrastructures, les services essentiels ou les projets structurants. Ces réallocations sont décrites comme dépendant de la capacité de l'État à accroître ses recettes internes, notamment via la renégociation de contrats miniers ou la régularisation d'activités artisanales jusque-là non déclarées. Sur le plan sectoriel, le secteur agricole occupe une place importante dans la narration. Il est associé à des programmes de modernisation incluant l'introduction de semences améliorées, l'accès à certains intrants et un renforcement de l'irrigation. Le récit suggère que ces mesures auraient permis d'augmenter la productivité et, dans certains cas, de générer des excédents exportables, même si aucune donnée précise n'est fournie. La diversification vers l'énergie solaire est également mise en avant comme un levier pour réduire les importations de carburant et stabiliser l'approvisionnement en électricité. Cette orientation s'inscrit dans une logique de réduction des coûts énergétiques à moyen terme. Pour les acteurs économiques locaux, en particulier les petites entreprises, le texte mentionne plusieurs dispositifs tels que des microfinancements, des aides ciblées ou des mesures encourageant l'innovation. Ces instruments sont présentés comme destinés à élargir la base productive et à renforcer la contribution du secteur privé aux recettes fiscales. L'intégration progressive d'exploitants artisanaux du secteur aurifère dans le cadre légal est également décrite comme un facteur susceptible d'accroître la transparence et la stabilité des revenus miniers. Sur le plan social, le récit évoque certaines dynamiques locales, notamment la création de groupes d'épargne communautaire soutenant des projets d'intérêt collectif. Ces initiatives auraient permis de financer des équipements comme des écoles ou des centres de santé, complétant ainsi l'action publique. Le texte suggère que ces démarches contribueraient à renforcer certaines formes de participation locale, même si aucune mesure quantitative n'est mentionnée. Enfin, dans l'environnement régional et international, la trajectoire présentée est décrite comme alimentant des discussions sur la gestion de la dette, la valorisation des ressources naturelles et les marges d'autonomie économique en Afrique. Le cas burkinabé sert alors de point de comparaison dans des débats plus larges sur les relations entre États, institutions financières et entreprises multinationales.
L'ensemble de ces éléments constitue une description structurée des effets potentiels tels qu'ils apparaissent dans la source, sans interprétation normative. À partir des informations contenues dans le récit initial, il est possible d'identifier 3 scénarios théoriques décrivant l'évolution potentielle de la situation économique du Burkina Faso sur un horizon de 6 à 12 mois. Ces scénarios n'ont pas pour objectif de prédire l'avenir ni d'attribuer une probabilité à chaque trajectoire. Ils servent uniquement de cadre analytique pour organiser les facteurs mentionnés dans la source. Un premier scénario, qualifié ici de scénario de continuité, repose sur la poursuite des orientations décrites dans le texte. Il inclut la progression graduelle des mesures liées à la renégociation des contrats miniers, la consolidation de la discipline budgétaire et la poursuite des initiatives de modernisation agricole. Dans ce cadre, l'État continuerait à s'appuyer sur les recettes internes, notamment issues du secteur aurifère, et sur la diversification des sources d'énergie, en particulier le solaire. Ce scénario suppose une stabilité relative des prix des matières premières et une capacité des institutions à maintenir le rythme de mise en œuvre. Un deuxième scénario, plus favorable, envisagerait une conjoncture extérieure et intérieure alignée avec certaines attentes mentionnées dans le récit. La stabilité ou la hausse des cours de l'or permettrait d'accroître les recettes publiques. Une amélioration des conditions climatiques renforcerait la production agricole et faciliterait l'exportation de surplus. Des progrès dans les infrastructures énergétiques réduiraient la dépendance aux importations de carburant. Dans une telle configuration, l'État disposerait de marges supplémentaires pour financer certains investissements ou consolider ses réformes sectorielles. Un troisième scénario, moins favorable, se baserait sur des facteurs de vulnérabilité présents dans la narration. Une baisse des prix de l'or affecterait directement les recettes fiscales, des conditions climatiques défavorables réduiraient la capacité agricole ou encore des contraintes budgétaires limiteraient la poursuite de certains programmes. Dans cette hypothèse, les arbitrages entre dépenses essentielles, services de la dette restante et investissements prioritaires deviendraient plus contraints. La diversification économique mentionnée dans la source atténuerait partiellement ces risques, mais son impact dépendrait de son rythme de déploiement et des conditions extérieures. Ces 3 scénarios constituent des outils analytiques permettant de structurer les différents paramètres identifiés dans le récit, sans formuler de conclusions normatives ni de jugement sur les orientations politiques ou économiques. Ils servent uniquement à clarifier les interactions possibles entre les facteurs présentés. L'examen du récit fournit plusieurs angles de lecture pouvant intéresser des publics différents, sans que ceux-ci impliquent une prise de position normative. Le premier angle concerne les lecteurs s'intéressant aux dynamiques économiques nationales. Le texte organise une série d'informations relatives à la dette, aux ressources naturelles, aux dépenses publiques et aux mécanismes de diversification. Dans cette perspective, l'intérêt principal réside dans l'identification des liens entre ces éléments et dans la manière dont ils structurent la trajectoire financière présentée. Un second angle concerne les chercheurs ou analystes étudiant les relations entre États, institutions financières internationales et entreprises multinationales. Le récit décrit un ensemble de situations dans lesquelles les contrats miniers, les conditions d'aide extérieure et les réformes sectorielles influencent les marges de manœuvre d'un pays. Cette dimension permet d'examiner des questions plus larges sur la gouvernance des ressources, la place des règles contractuelles et l'impact des programmes d'ajustement sur certaines économies. Un troisième angle de lecture s'adresse aux lecteurs intéressés par les dynamiques locales. Le texte évoque des initiatives communautaires, des programmes agricoles ou la formalisation de certaines activités minières artisanales. L'analyse de ces éléments permet d'observer comment des décisions économiques nationales peuvent être associées, dans le récit, à des évolutions touchant des groupes spécifiques, même si les données quantitatives disponibles restent limitées. Enfin, un quatrième angle s'applique aux discussions sur la communication et la mise en récit des trajectoires économiques. La manière dont un ensemble d'informations est structuré en séquences, diagnostics, réformes, diversification, effets illustre un mode de structuration fréquent dans les narrations économiques contemporaines. L'étude de cette structuration permet de comprendre comment certaines trajectoires nationales deviennent des références de discussion dans différents champs académiques.
L'analyse des récits étudiés permet de dégager plusieurs axes conceptuels qui peuvent servir à examiner la trajectoire économique présentée, sans constituer des recommandations ni des orientations normatives. Ces axes fonctionnent comme des outils d'observation permettant de structurer l'information fournie dans la source. Un premier axe concerne les mécanismes de transparence. Le texte mentionne la réalisation d'audits, la révision de certains postes de dépenses et le suivi des flux liés au secteur minier. Ces éléments invitent à s'interroger sur la manière dont les données financières sont rendues accessibles, sur les modalités de contrôle interne et sur la place des institutions de supervision dans la gestion des ressources. Un deuxième axe est lié à l'organisation institutionnelle. Le récit évoque des ajustements dans la gestion des contrats miniers, dans la régulation des activités artisanales et dans le fonctionnement de certaines administrations publiques. L'analyse de ces composantes met en lumière la diversité des niveaux d'action, réglementaire, fiscal, administratif, mobilisés dans la narration pour expliquer les transformations économiques. Un troisième axe porte sur la diversification de l'économie. Le texte cite l'agriculture modernisée, l'énergie solaire et le développement des petites entreprises comme domaine associé à une évolution progressive du tissu productif. Cet axe permet d'observer comment les activités existantes, leurs chaînes de valeur et leurs contraintes structurelles sont intégrées dans la description d'une trajectoire économique plus large. Un quatrième axe, transversal, concerne la relation entre finances publiques et capacité d'investissement. La source mentionne que la diminution du poids de la dette serait liée à la réallocation de certaines ressources vers des secteurs considérés comme prioritaires. Cet axe analytique s'intéresse aux interactions entre budget, recettes internes et choix d'allocation décrits dans le récit. Ces cadres n'ont pas pour objet de prescrire une voie, mais d'offrir une grille de lecture pour organiser les informations présentées. La trajectoire présentée dans le récit étudié se structure autour de plusieurs éléments récurrents: la gestion de la dette, l'organisation du secteur minier, la réallocation de certaines dépenses publiques et la diversification économique. L'ensemble est décrit comme un processus graduel visant à ajuster les contraintes budgétaires du Burkina Faso et à reconfigurer certains secteurs considérés comme stratégiques. La figure d'Ibrahim Traoré y apparaît principalement comme un repère temporel et institutionnel permettant de situer la mise en œuvre des mesures évoquées. L'analyse montre que la narration associe ces différents volets à une modification des marges de manœuvre économiques, notamment par la hausse attendue des recettes internes et par la réduction de certaines formes de dépendance extérieure mentionnées dans la source. Elle met également en avant des initiatives locales dans l'agriculture, l'énergie et les activités communautaires, sans fournir d'indicateurs chiffrés permettant d'évaluer précisément leur impact. Pris dans son ensemble, le texte étudié illustre la manière dont une succession de décisions économiques peut être présentée comme une trajectoire cohérente, articulée autour d'enjeux budgétaires, institutionnels et sectoriels. Cette synthèse vise uniquement à ordonner ces éléments tels qu'ils apparaissent dans la source, sans en proposer une lecture normative. La synthèse du récit étudié met en évidence un ensemble de mécanismes économiques, institutionnels et sectoriels qui structurent la trajectoire présentée pour le Burkina Faso. En conclusion, plusieurs pistes d'analyse peuvent être relevées pour prolonger l'examen sans formuler de position normative. La première concerne la disponibilité et la précision des données. Les informations chiffrées mentionnées dans la source sont limitées, ce qui ouvre des questions sur la manière dont elles pourraient être complétées pour une étude comparative avec d'autres pays confrontés à des enjeux similaires. La seconde porte sur l'articulation entre réformes nationales et facteurs extérieurs, qu'il s'agisse des prix des matières premières, des conditions climatiques ou du cadre international de financement. Cette dimension permet de situer les évolutions décrites dans un environnement plus large. Une troisième piste touche à la mise en récit elle-même. L'organisation en séquence, diagnostic, ajustement, diversification, effet illustre un mode de structuration fréquent dans les analyses économiques contemporaines. L'étude de cette construction narrative peut contribuer à comprendre comment certaines trajectoires nationales deviennent des références de discussion dans différents champs académiques.